Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour Livrez-vous, votre émission littéraire où l'on va mêler littérature et essai pour donner vie aux idées. Comme vous le savez, en ce moment en France, il y a une controverse sur le progrès. Certains parlent de modèle Amish, d'autres évoquent la 5G qui pourrait être un signe du progrès. Alors pour tenter de voir quel est ce rapport que l'on entretient en France avec le progrès, j'ai choisi d'inviter deux personnes. Tout d'abord, un écrivain, Éric Reynart, bonjour. Bonjour. Vous publiez Comédie française aux éditions Gallimard, un livre où il est justement question d'un projet qui aurait pu donner lieu à un Internet à la française, mais finalement, cet Internet, c'est devenu le Minitel. Vous nous direz dans quelques instants pourquoi vous avez décidé de raconter cette histoire. Et puis à côté de vous, Aurélie Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences et entrepreneur et vous avez notamment publié De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. C'est aux éditions de l'Observatoire. Aurélie Jean, les algorithmes, je crois, peuvent tout. Est-ce qu'ils pourraient, par exemple, décrire, je ne sais pas, Éric Reynart, l'algorithme qui lui permet d'écrire? Disons qu'on peut toujours écrire un algorithme pour faire beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que la réponse algorithmique est pertinente et efficace. Et dans le cas d'un écrivain comme M. Reynart, sûrement pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la subtilité, des choses qui sont implicites, qu'on peut difficilement capturer. Et juste pour la petite anecdote, il y a quand même une intelligence artificielle, donc un ensemble d'algorithmes qui ont en fait créé un film de A à Z, un court-métrage d'une vingtaine de minutes, je crois, qui s'appelle Sunspring, en 2016. Mais comme on le voit en fait dans ce court-métrage, c'est complètement le théâtre de l'absurde. C'est-à-dire que les décors sont loufoques, les scénarios ne veulent rien dire. Voilà, donc c'est montrer qu'on peut faire quelque chose mais qui n'a aucun sens. Voilà. Ça fonctionnera peut-être un jour, mais en attendant, ça ne fonctionne pas trop. Bon, on va ouvrir dans ce cas-là l'algorithme Éric Reynart. D'ordinaire, vous faites plutôt de l'auto-fiction. Là, dans Comédie française, on suit un personnage, Dimitri, il a 27 ans. C'est la fin de sa vie puisqu'il meurt jeune. On l'apprend dans l'introduction même de ce roman. Éric Reynart, comment en êtes-vous venu à quitter l'auto-fiction pour suivre un personnage qui va être aux prises avec différents traits de l'époque? Alors d'abord, je ne me considère pas comme étant un écrivain d'autofiction. La Chambre des époux me mettait en scène, certes. Dans Cendrillon également, je me mettais en scène moi-même, sous mon nom, et c'était vraiment moi, en effet. Mais dans Cendrillon, il y avait également d'autres personnages de fiction. Donc en fait, c'était vraiment serti dans une fiction. Donc voilà, je ne crois pas être un écrivain d'autofiction. Comédie française, j'avais en effet envie de me déplacer, de me dépayser. Je n'avais pas du tout envie de mettre en scène un narrateur qui serait moi, ou inspiré de moi-même, ou tiré de moi-même, de mon âge par exemple, et vivant des expériences que j'aurais pu vivre ou fantasmer de vivre, etc. Donc, en effet, je me suis décalé et j'ai eu envie, après La Chambre des époux, qui était un livre qui avait été assez difficile à écrire émotionnellement, puisque, en effet, je me mettais en scène et je racontais le cancer de ma femme, sa maladie, et après, ça dérivait vers une fiction. Là, je voulais vraiment écrire autre chose et que ma phrase véhicule une autre énergie. Et en particulier, je voulais l'énergie de la jeunesse, un emportement comme ça, une insouciance, une fougue, une espèce de cheval comme ça, fou. Et donc, l'idée m'est venue d'un jeune homme. Mais je l'ai nourri, ce jeune homme, exactement de la même façon que je l'avais fait avec Bénédicte Ombredan, l'héroïne de mon roman L'amour et les forêts, de ce que je suis, de mon rapport au réel, de mon idéalisme, de ma culture, de mon tempérament, de mes obsessions, de mes névroses, de mes folies, etc. Mais en l'injectant dans un personnage de 27 ans
aujourd'hui dans notre Et alors monde. ce jeune homme, il tombe, je crois, comme vous êtes tombé un jour sur cette histoire, une histoire assez incroyable que vous racontez dans Comédie Française, Éric Reinhardt. La France a failli inventer Internet. Racontez-nous ça. Alors, je suis tombé en 2013 sur une brève dans Libération qui racontait qu'un ingénieur français, Louis Pouzin, allait être décoré par la reine d'Angleterre pour avoir été l'un des pères d'Internet. Et comme tout un chacun, j'ignorais qu'un ingénieur français pouvait être considéré comme l'un des pères d'Internet. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il dans ce cas que nous n'ayons joué absolument aucun rôle dans la naissance et la création d'Internet? Et là, j'ai eu une intuition. En lisant cette brève dans Libération, un samedi matin, au café, je me suis dit, là, je suis sûr qu'il y a quelque chose à travailler, à questionner pour mieux comprendre qui l'on est, nous, les Français, par rapport Alors à... vous avez enquêté. J'ai enquêté, j'ai rencontré Louis Pouzin, donc cet ingénieur français qui a mis au point le datagramme, qui est l'invention sur laquelle repose Internet. Maurice Allègre, qui était le délégué général informatique dans les années 70, donc dans le plan calcul créé par le général de Gaulle en 66, et qui avait missionné Louis Pouzin, il avait recruté pour créer un réseau français comparable à ARPANET, sauf que Louis Pouzin est allé beaucoup plus loin qu'ARPANET en inventant le datagramme. Et pour des raisons diverses et variées, sur lesquelles on reviendra peut-être, les pouvoirs publics ont clos la délégation générale informatique, ils ont bazardé le datagramme, ils n'en ont pas voulu, et les Américains s'en sont emparés. Eux, ils ont très bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient en tirer. Vous connaissiez cette histoire, Aurélie Jean? Alors je la connaissais dans les grandes lignes, et en fait à la lecture du passage qui décrit en fait la technologie et ce monsieur, cet ingénieur français, j'ai vraiment compris en détail en fait ce qui s'était passé, et c'est comme ça aussi que j'ai découvert le plan calcul du général de Gaulle que je ne connaissais pas. Je connaissais le plan sur toute la recherche sur le nucléaire, parce que de Gaulle a quand même été assez un visionnaire sur le progrès, parce qu'il a aussi lancé le CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Donc voilà, donc je connaissais pas du tout. Ça vous a étonné, parce que vous êtes à cheval, Ouais, il faut le dire, entre la France et les États-Unis, le fait que la France aurait pu développer ce qui a donné Internet, et finalement ce sont les Américains qui s'en sont emparés. Ça m'a étonné. Je pense que c'est étonné, c'est un mot un peu fort. Je sais pas forcément, mais en tout cas, ça a démontré une chose, c'est qu'on a des politiciens, des politiques qui sont visionnaires et d'autres pas. Parce que De Gaulle l'était et Valéry Giscard d'Estaing, c'est ce que vous expliquez dans le livre, ne l'était pas, vu qu'il a arrêté, en tout cas, le plan de calcul, sans voir dans le datagramme, en fait, une porte d'entrée vers la nouvelle génération de communication. Éric Reinhardt, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a disloqué Unidata, qui était un consortium informatique européen, donc même sur le versant industriel, là en l'occurrence, c'était pas juste sur sur un Pourquoi plan il fait de cela? recherche. Expliquez-nous. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a une concurrence, et ça c'est assez intéressant. Il y a eu une concurrence corporatiste acharnée entre l'establishment des télécoms et cette nouvelle agence considérée comme subalterne des informaticiens. Les informaticiens n'allaient tout de même pas apprendre aux seigneurs des télécoms comment faire des réseaux. Donc ils se sentaient attaqués, remis en question, presque humiliés. Et donc ils n'avaient qu'une obsession, c'était d'écarter les informaticiens et ce qui allait avec, c'est-à-dire leurs innovations. C'était une première chose. Le datagramme était vraiment affaibli par le fait que l'establishment des télécoms refusait de s'y intéresser. Et ça a été aggravé par le fait, et ça c'était vraiment le coup de massue définitif, par Ambroise Roux, qui, pour des raisons pareilles... Il faut rappeler qui était Ambroise. Alors Ambroise Roux, c'était le plus gros patron français, dans tous les sens du terme, dans les années 70 et même 80. C'était le patron de la CGE. Compagnie Générale des Eaux. Compagnie Générale des Eaux. De l'électricité, pardon. Compagnie Générale d'Électricité, tout à fait. Compagnie Générale d'Électricité. Un groupe, un consortium absolument gigantesque, avec Alcatel, Alstom, enfin, il faisait Nexans, le TGV, enfin, des navires, des câbles sous-marins, etc. Enfin, c'est vraiment énorme. Et c'était quelqu'un de très puissant, un dominant en quelque sorte, qui était très intelligent et qui savait manipuler les politiques. Il avait l'oreille quand même, c'est pas rien, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, puis de François Mitterrand. Et donc lui, il avait en tête de nuire le plus qu'il le pouvait à Thomson, qui venait lui disputer des parts de marché sur les commutateurs téléphoniques. Et donc, vraiment une stratégie industrielle bas de gamme, tout ce qu'il y a de plus élémentaire. Internet. Tout ce qu'il pouvait faire
pour nuire à l'informatique, aux informaticiens, il l'entreprenait. Et du coup, en fait, c'est lui qui a poussé Valéry Giscard d'Estaing à toutes ces décisions funestes concernant Internet et le datagramme. Aurélie Jean. Juste un point, parce que je pense avoir compris quelque chose en lisant votre livre. C'est-à-dire qu'en France, on parle d'informatique et pas de sciences informatiques. Alors, on commence à changer, on parle de sciences informatiques, c'est une science. Et aux États-Unis, depuis le début, on parle de computer science, une science informatique. Et en lisant votre livre, en fait, je n'avais pas vu, moi, cette confrontation entre le monde des télécommunications et le monde de l'informatique. Et que je me dis que peut-être c'est dû à cette confrontation et ce dénigrement de l'informatique que l'informatique n'a jamais été présentée, en tout cas à cette époque, comme une science, mais comme un outil, un moyen. Alors qu'en fait, il faut davantage parler de science informatique parce que c'est une réelle science avec ses théories, ses expériences. Oui, tout à fait, vous avez raison. Voilà, ouais. Et il y a une autre chose, c'est que je pense qu'il y a une plus grande proximité aux États-Unis entre les scientifiques et les applications, le pragmatisme, le marché. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quelle utilité ça peut avoir ? Comment on peut le transformer pour la société ? Alors qu'en France, les scientifiques, d'une façon générale, sont plus dans la beauté du geste, de la démonstration, et après, c'est à d'autres de s'en emparer. Alors que là, Vint Cerf et Bob Kahn, en fait... Qui sont les deux fondateurs. Qui sont les deux... Le récit pour la officiel pour la postérité, ce sont eux deux, en effet, qui donc se sont emparés du datagramme de Louis Pouzin, en le modifiant légèrement pour pouvoir donner le nom TCP/IP à ce qui s'appelait datagramme, mais ce n'est pas si différent qu'on puisse dire qu'il s'agit d'autre chose. Louis Pouzin dit très bien avec malice que c'était exactement la même chose, mais en moins bien. Et après, voilà, ils étaient dans une relation très pragmatique et avec le désir d'en faire quelque chose, et donc de créer un réseau, le réseau Internet planétaire qui fonctionne. Éric Reinhardt, qu'est-ce qui vous a intéressé en tant que romancier dans cette histoire-là ? Alors, moi j'aime bien m'introduire par la fiction dans les structures de causalité. J'aime bien comprendre comment les choses se font, comment elles se décident. Alors là, dans ce roman, je l'ai fait sur le plan romanesque, c'est-à-dire que je vois comment Dimitri s'oriente dans sa vie, ses rencontres amoureuses, professionnelles, et comment des décisions qu'on prend peuvent orienter le cours d'une vie. Donc on le voit dans sa relation avec cette femme qu'il a rencontrée, dont il tombe amoureux, etc. Mais il y a exactement la même chose sur le plan des civilisations, des rapports de force internationaux. Et donc ça m'intéressait comme ça d'essayer de comprendre comment, en effet, une série de décisions mauvaises avait pu amener la France à se mettre sur une impasse et les États-Unis à asseoir définitivement leur délirante suprématie planétaire, mais avec le génie qui les caractérise. C'est-à-dire qu'ils ont compris avant tout le monde, mais vraiment avant tout le monde, que c'était vraiment le champ de bataille de l'avenir et qu'il fallait s'y implanter les premiers pour le faire fructifier. Et nous, on n'avait pas vu ça. Et surtout, on était dans un esprit, ce qui est beau d'ailleurs, ce qui est très beau et vertueux. Non, mais là, je parle plus de Giscard, d'Ambroise Roux et tout ça, mais Louis Pouzin, une fois qu'il s'est vu comme ça, mis sur le côté, il était rentré dans une réflexion de coopération européenne pour mettre au point une norme internationale, voilà, alors que les Américains voulaient aller le plus vite possible pour pouvoir lancer Internet et gagner de l'argent, en fait. Éric Reinhardt, Aurélie Jean, je vais vous présenter un autre invité. Et cet invité, c'est l'invité que l'on n'a pas pu inviter, tout simplement parce qu'il est mort. Il s'agit d'un philosophe, Gilbert Simondon. Gilbert Simondon est mort en 1989, il est né en 1924. Et voici Le mode d'existence des objets techniques. C'est probablement son grand ouvrage. Et si je souhaitais vous le présenter, c'est tout simplement parce que c'est probablement un philosophe méconnu et cependant l'un des penseurs les plus brillants de la technique. D'ailleurs, la plupart des grands penseurs de la technique connus aujourd'hui l'utilisent, parfois en le citant, parfois en oubliant de le citer. Et la grande idée de Simondon, qu'il développe dans cet ouvrage, c'est l'idée selon laquelle la technique appartient en plein à la culture. Et il considère finalement qu'il faut considérer à la fois l'évolution culturelle et l'évolution technique comme allant de conserve. Toutes les deux sont des évolutions qui priment sur toutes les autres évolutions. Et pour Simondon, un objet technique est un objet qui va aller de l'abstrait au concret. Et ce qu'il désigne par ces deux termes, c'est tout simplement le fait qu'un objet
technique est censée, dans ces différents organes, car le moteur, par exemple, est constitué de différents organes, l'ordinateur aussi est constitué de différents organes, et bien chacun de ces organes assume de plus en plus de nombreuses fonctions. Alors c'est le cas, par exemple, dans un moteur, il y a eu le moteur à explosion, il y a eu le moteur diesel. Dans le moteur diesel, certaines pièces disparaissent, et puis il y a maintenant le moteur hybride, avec certaines pièces qui remplissent différentes fonctions. Et c'est surtout le cas dans l'ordinateur. Aurélie Jean, je me suis dit que ce que décrivait Simondon, il n'a pas véritablement connu Internet, il a à peine connu l'informatique personnelle, mais en tout cas, ce qu'il décrit, c'est exactement l'évolution que vous connaissez comme chercheuse et comme entrepreneuse sur l'informatique. Oui, alors moi, je ne connaissais pas Simondon, donc j'ai découvert grâce à vous. Et c'est vrai qu'en regardant, en lisant en fait, ce qu'il avait écrit et ces théories que vous venez très bien d'expliquer, il définit l'objet non pas comme ce pourquoi il a été créé, mais comme les fonctionnalités qui vont évoluer au cours du temps en fonction de nos usages à nous, humains, qui allons le prendre en main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qui est technologique, l'ordinateur, c'est un terme générique. On a l'ordinateur dans toutes les machines, dans tous les outils numériques. En fait, ces outils vont voir leur fonctionnalité évoluer en fonction de comment nous les utilisons. Vous parlez des réseaux sociaux dans votre livre. Ça peut être l'utilisation d'outils tels qu'un téléphone portable. Ça peut être une caméra, enfin, peu importe. C'est comment nous, on décide d'utiliser ces outils. Et c'est ça qui va faire évoluer les fonctionnalités de l'outil. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas l'outil le responsable d'une dérive d'usage, mais bien nous, humains, en fait. Ouais. Aurélie Jean, aujourd'hui, il y a de plus en plus une tendance à faire de l'IA bashing, c'est-à-dire qu'on prend l'intelligence artificielle, on en dit du mal parce qu'on redoute un peu ses conséquences. Oui, alors en fait, il y a deux réactions lorsqu'on ne comprend pas. Il y a soit la réaction de naïveté, c'est-à-dire qu'on pense que l'intelligence artificielle est capable de tout faire, d'écrire un livre comme le vôtre. Non. Et puis il y a la réaction de rejet épidermique, d'IA bashing, comme on l'a vu au cours de ce confinement et dans cette crise, où en fait on a vu des articles de journaux dont le titre était l'IA, c'est incapable. Qui n'a pas pu résoudre la crise, cette IA qui n'a pas pu prédire. Oui, parce qu'on attendait de l'intelligence artificielle qu'elle prévienne la pandémie, parce que d'ordinaire, avec l'intelligence artificielle, on peut par exemple savoir quand une épidémie de grippe débute. Alors, justement, ça c'est un point intéressant, ça s'explique très rapidement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, les algorithmes aujourd'hui, chaque année tournent pour prédire, en tout cas, anticiper l'évolution de la grippe saisonnière. Pour une raison toute simple, parce qu'il y a différentes composantes dans les algorithmes. Il y a une composante qu'on appelle explicite. Donc, quand on explicite à la main toute la logique algorithmique, on la connaît dans le cas de la grippe saisonnière parce on sait comment le virus se transmet. Et puis, il y a toute une caractéristique implicite où en fait l'algorithme va apprendre sur des scénarios similaires du passé. Et dans le cas de la grippe saisonnière, vu qu'on a la même grippe les années précédentes, on peut apprendre l'algorithme en fait sur les scénarios du passé. Le cas du Covid-19 en fait a deux particularités. Premièrement, on ne connaissait pas les modes de transmission du virus. Et deuxièmement, c'est un événement rare, donc il n'y a pas de récurrence dans le passé, donc on ne pouvait pas faire apprendre un algorithme. Ça s'explique très simplement, en fait. Et c'est une manière de dépassionner le débat et d'essayer de comprendre ce qu'on peut réellement faire avec l'intelligence artificielle. Éric Reinhardt, dans votre roman Comédie française, il est question aussi de l'attitude comment dirais-je, mitigé à l'égard des réseaux sociaux, les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, ceux qui au contraire s'en méfient, se méfient notamment du narcissisme que ces réseaux sociaux véhiculent. Votre point de vue à ce sujet ? Dans les œuvres très contemporaines, on voit de quelle façon les réseaux sociaux sont toujours mis en avant. Je veux dire, on prétend qu'une œuvre est moderne si on montre comme ça les héros à la pointe de l'utilisation d'Instagram, de Facebook et tout ça. Bon, voilà, comme si vraiment les jeunes gens d'aujourd'hui et les personnes les plus contemporaines étaient forcément sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouvais ça intéressant dans mon roman de mettre en scène un personnage qui a une relation plus sceptique et plus distancé aux réseaux sociaux. Et il se trouve que Dimitri, il est vraiment très désireux et très attaché au mystère. Et il considère que les réseaux sociaux et l'utilisation massive d'Instagram dissipe le mystère et surexpose les gens. Et lui, ça ne l'intéresse pas de voir comme ça des personnes qui se surexposent. Alors, quand il tient ses propos dans le livre, il est sur un régime un peu polémique, puisqu'il souligne très vite qu'il passe son temps
sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est une drogue. C'est-à-dire qu'à la fois, il passe des heures par jour à regarder compulsivement les réseaux sociaux. En même temps, il déteste ça. Et lui, il ne veut pas s'y mettre. Et il considère qu'il ne pourra jamais tomber amoureux d'une femme ou d'un homme, puisqu'il a des relations avec des hommes et des femmes, qui montrerait trop d'eux ou d'elle sur Instagram. Aurélie Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là aussi, c'est indissociable, les réseaux sociaux d'Internet, de ce que ça a procuré. A-t-on raison de les démoniser et d'être absorbé par eux? Je pense que pour reprendre ce que disait Simondon, en fait, c'est l'usage des réseaux sociaux est directement lié à... Enfin, les fonctionnalités des réseaux sociaux sont liées à l'usage qu'on en fait. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, comme de nombreux autres outils numériques ou pas d'ailleurs, ont cette capacité à renvoyer une image de nous-mêmes très contrôlée, très enjolivée, on va dire, et donc développe chez nous un narcissisme affûté, on va dire. Mais encore une fois, les réseaux sociaux peuvent être aussi utilisés pour plein d'autres choses, pour débattre, pour transmettre de l'information, partager du contenu éditorial, partager du contenu pictural, etc. etc. Oui, donc il y a plein de... Mais vous avez raison. Enfin, oui, le personnage... Dimitri parlait vraiment des gens qui se montrent. Et en effet, des artistes peuvent, des plasticiens, des architectes, montrer leur œuvre sur Instagram, c'est génial. Mais dans la Silicon Valley, Aurélie Jean, vous Ouais. connaissez bien ce lieu aux États-Unis. Il paraît qu'on ne laisse pas ses enfants traîner sur les réseaux sociaux, y compris lorsqu'on travaille soi-même dans l'informatique. Écoutez, moi je n'ai pas encore d'enfant, mais si j'avais un enfant, il ne serait pas devant l'ordinateur avant l'âge de 8 ans. Mais parce qu'en fait, alors c'est très paradoxal, c'est très rigolo ce que vous dites, parce qu'en fait, moi je suis peut-être la personne la moins connectée. C'est-à-dire que j'ai 4 ordinateurs chez moi pour le travail, mais j'ai pas de montre connectée, j'ai pas d'assistant vocal, j'ai pas... Voilà, donc c'est à réfléchir. Je vais vous présenter une femme connectée à la librairie, Marie-Pierre Bourgeois. Nous la retrouvons pour que celle-ci évoque les meilleures ventes de la semaine. Vous allez le voir, nombre d'auteurs aujourd'hui se penchent sur l'époque troublée que nous vivons. Reinhardt, avec Comédie Française, n'est pas le seul à s'intéresser aux douleurs de notre pays. Cette semaine, dans le classement du Point, en partenariat avec la FNAC, c'est Valentin Gendron qui se frotte à l'affaire en se classant 3e des meilleures ventes. Son livre, intitulé sobrement Flic, un journaliste a infiltré la police, raconte le quotidien d'un policier coincé entre la défiance de la population et le malaise de toute une profession. Cette plongée dans l'univers d'un commissariat a fait beaucoup polémique ces derniers jours, puisque l'auteur est accusé d'avoir assisté sans réagir à ce qu'il appelle lui-même une bavure policière. Une citation m'a beaucoup marquée dans Flic, je voudrais vous la partager. « Je me rends compte qu'en l'espace de 6 mois, mon niveau d'humanité et d'empathie a chuté, comme si ce boulot m'avait vacciné contre la sensibilité. » Dans une toute autre catégorie, un second livre de témoignages qui analyse notre époque et son sentiment de défiance marche très, très fort cette semaine. C'est celui de Nicolas Sarkozy, avec Le Temps des tempêtes, qui se classe 12e des meilleures ventes. Alors, au-delà des anecdotes toujours fort nombreuses avec Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République réfléchit à ce que ça veut dire aujourd'hui d'être le capitaine de la France dans un contexte de défiance de plus en plus élevé vis-à-vis des politiques. Écoutez ce qu'il nous écrit en nous racontant les premières heures de son élection en 2007. Comment ne pas décevoir tous les Français qui venaient me faire confiance? Qu'est-ce qui m'attendait? Tout d'un coup, la gravité et surtout la solitude propre à la fonction me tombaient sur les épaules. L'un des autres grands succès de la rentrée qui tente de donner des clés de lecture dans notre époque troublée, c'est Comme un empire dans un empire. C'est le nouveau roman d'Alice Zenniter qui se classe 18e des meilleures ventes. Ce livre raconte l'histoire de 2 destins parallèles qui veulent changer le monde. L'un tente sa chance en étant assistant parlementaire à l'Assemblée nationale. L'autre tente par des moyens parallèles de changer un petit peu les choses. Je voudrais vous lire ce passage qui parle des Gilets jaunes. Ce qui l'intéressait dans ce mouvement, c'était son refus que le coucher du soleil sonne le retour du domestique, l'arrêt du collectif. Parmi tous les slogans qui fleurissaient à la République, elle préférait le plus simple, on ne rentre pas chez nous. Qui a osé prétendre que la politique n'intéressait pas les Français? Ce n'est pas du tout le cas des lecteurs cette semaine. Merci beaucoup Marie-Pierre Bourgeois. Aurélie Jean, on n'a toujours pas l'algorithme pour savoir le roman ou le livre que les gens veulent acheter. Alors, il y a des choses qui se font, par exemple, pour les séries télé, mais peut-être pas encore pour les livres, ça va peut-être arriver. Mais bon, encore une fois, ce ne sera qu'une suggestion algorithmique, ce ne sera pas une réponse absolue. Éric Reinhardt, Comédie Française, c'est au pluriel. Pourquoi au pluriel? Parce que ce livre regorge de comédies. Il y en a plusieurs. Il y a Ambroise Roux, il y a Valéry Giscard d'Estaing,
Il y a Dimitri aussi, le héros de ce livre qu'on voit comme ça dans notre monde d'aujourd'hui. André Breton et les surréalistes à New York en 1942, les artistes français en exil qui n'ont absolument pas su regarder les États-Unis ni prévoir ce que les États-Unis allaient devenir et qui se donnaient un peu en spectacle comme ça d'une façon très narcissique, même si j'adore André Breton et les surréalistes, mais voilà, il y a beaucoup de comédie. Deux regards en tout cas sur le progrès et la société française. De l'autre côté de la machine, c'est le livre d'Aurélie Jean aux éditions de l'Observatoire. Comédie française, votre roman Éric Reynart aux éditions Gallimard. À bientôt sur Public Sénat et d'ici là, bonne lecture. Merci. Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.